Pour ce deuxième cours sur le dieu du carnage de Yasmina Reza, nous allons étudier la construction générale de la pièce. Nous allons tout d'abord nous intéresser au personnage de la pièce, et en premier lieu à travers la didascalie initiale. On se souvient que la didascalie initiale est à destination du metteur en scène et non pas des spectateurs qui n'ont pas cette liste de personnages sous les yeux. Que signifie cette didascalie ? Elle doit montrer en fait au metteur en scène qu'il faut des acteurs qui soient présentés comme des acteurs qui soient en cohérence avec l'âge des personnages. C'est important ici puisque ces personnages ont des enfants d'une dizaine d'années et il faut donc que l'âge soit en cohérence avec ces enfants. Deuxièmement, ce que montre cette didascalie, c'est qu'il s'agit de personnages qui doivent être présentés comme étant des personnages de tous les jours. Des gens qu'on peut rencontrer dans la rue, des gens qu'on peut rencontrer assez facilement. Ils portent des prénoms qui sont des prénoms qui sont simples, qui sont liés également à la génération entre 40 et 50 ans. Donc en fait, on a des personnages qui doivent vraiment se présenter comme étant des personnages qu'on peut rencontrer dans la rue. L'analyse des personnages dans la pièce fait apparaître des personnages qui sont absents et qui sont pourtant moteurs de l'action. Il s'agit bien entendu des collaborateurs d'Alain, qui lui téléphone sans cesse, de la mère de Michel et de Camille, à la fin de la pièce, qui téléphone à ses parents. On a donc des personnages qui ne sont pas là et qui pourtant interviennent par le biais du téléphone. Au final, on a seulement deux personnages qui n'ont aucune action dans la pièce. Il s'agit tout simplement des deux personnages dont on parle le plus, à savoir Bruno et Ferdinand, les deux enfants qui se sont disputés. Et on voit bien le paradoxe, ce sont les deux personnages qui sont à l'origine de l'histoire, de l'intrigue, et pourtant on ne les voit pas, on ne les connaît pas, et on apprend d'eux que ce que les parents en disent. On a donc un paradoxe, des personnages qui sont au cœur de la pièce, mais au final qu'on ne connaît pas. C'est un indice qui nous oriente vers le fait qu'en réalité, ce n'est pas tant l'histoire qui est importante que ce que les personnages disent entre eux. Et donc, c'est bien une pièce sur le conflit plutôt qu'une pièce sur la parentalité, par exemple, c'est-à-dire le mode d'éducation des parents ou des enfants. Il ne faut pas se tromper sur la thématique de la pièce. On a bien une pièce sur le conflit entre les êtres humains. Ici, il s'agit de deux enfants au départ, mais ce qui est important, c'est la manière dont le conflit va dégénérer entre les deux couples et pas, évidemment, comment l'éducation peut se faire. Il s'agit d'une fausse piste. L'étude des personnages nous a déjà dévoilé la véritable thématique au cœur de la pièce, à savoir les problèmes de relation, le conflit entre les êtres humains. Si on examine en détail l'intrigue, on voit que c'est une intrigue qui est assez simple, avec un certain nombre d'intrigues secondaires qui viennent phagocyter, c'est-à-dire parasiter et englober l'intrigue principale, donc l'affaire de l'entrée, l'histoire du hamster, etc. Mais en réalité, cette intrigue, elle est toute centrée sur les questions de communication. Et c'est vraiment le cœur même de la pièce. On a des personnages qui n'arrivent pas à se parler. Ils sont là pour régler un conflit, ils sont là justement pour discuter entre personnes civilisées, mais c'est tout le contraire qui se produit. Et c'est de ça dont parle la pièce, comment des personnages en arrivent à ne pas se comprendre. Et ils n'arrivent pas à se comprendre tout simplement parce que l'intrigue est construite de façon à ce que, à chaque fois, il y ait des sujets annexes, il y ait un parasitage, il y ait un détour qui se produit et qui vient empêcher la résolution du conflit premier, à savoir la dispute entre Bruno et Ferdinand. Donc on a en fait une intrigue qui est une intrigue qui échappe aux personnages et ce qui est au cœur donc de cette intrigue, c'est en réalité les problèmes de communication. On vient de voir que l'intrigue de la pièce est en apparence simple. En réalité, la thématique est bien plus complexe puisqu'il s'agit de comprendre comment les hommes, en fonction de leur conception de la vie, n'arrivent pas à communiquer entre eux.
On a donc une intrigue qui est centrée sur elle-même, avec des personnages qui vont créer eux-mêmes les obstacles. C'est par exemple le cas d'Alain qui répond sans cesse au téléphone, ou bien encore le malaise d'Annette lorsqu'elle vomit. On a donc une action qui va se dérouler en réalité non pas par rapport à des obstacles qui viendraient de l'extérieur, mais une action qui se déroule au rythme de la conversation et des obstacles qui sont rencontrés par les personnages lorsqu'ils se parlent entre eux. C'est donc en fait la parole, la discussion qui amène les obstacles et le rebondissement de l'action. C'est pourquoi la pièce ne comporte pas de découpage en scène ou en acte, comme on a pu le voir dans Britannicus avec acte 1, acte 2, les scènes 1, 2, 3 en fonction des entrées ou des sorties des personnages. Ici, dans cette pièce donc contemporaine, il n'y a pas de découpage en scène ou en acte. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il fallait montrer la continuité de la conversation, l'évolution naturelle d'une conversation et surtout l'évolution d'une conversation qui devient dispute.